Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue à votre émission Média Pro. Ce soir, nous allons aborder la thématique de l'audiovisuel en Afrique. Qu'en est-il du développement de l'audiovisuel dans le continent africain? Pour en parler ce soir, nous avons deux intervenants d'Afrique, bien sûr. Monsieur Niob Baudouin, directeur Afrique de l'agence presse panafricaine AP. Zourou Abdou, co-directeur de la publication de Faso, du Burkina Faso, et bien sûr mes compères, les consultants de Al24 et surtout de Mediapro, Faisal Mataoui qui nous revient d'Oran. Hein. Bonsoir. Tu as fait un bon séjour apparemment. Absolument, il y avait des jeux méditerranéens. Absolument, il y a beaucoup d'activités. Et bien sûr, Reda Harirash et Sofiane Baroudi sont restés ici fidèles à Mediapro pour tenir un petit peu la plateforme. Alors, sans plus tarder, nous allons commencer un petit peu le sujet sur le développement de l'audiovisuel en Afrique avec un extrait ou des bandes annonces de programmes et de télévision qui font un petit peu l'audiovisuel en Afrique. Bien sûr, ces chaînes ne sont pas des chaînes totalement africaines, mais des groupes audiovisuels qui se sont imposés en Afrique. Bien sûr, je parle de Afrique 24, Africa News qui dépend de Euronews et aussi Canal Afrique qui dépend de Canal+. On va voir des extraits et on entame le débat. Une question, Canal+ vous répond. Bonjour, je m'appelle Boris. Je me suis réabonné, mais je ne vois pas mes images. Malik Traoré, présentateur de la grande soirée du 11 d'Europe. News, business, life. Africa 24. Les infos du monde pour l'Afrique. Les infos d'Afrique pour le monde. Le monde s'ouvre à vous grâce à un réseau exceptionnel de correspondants. Disponible en Afrique, en Europe, au Moyen-Orient et en Amérique du Nord. Africa 24 est une analyse complète de l'actualité africaine et internationale. À chaque heure. Les manifestants soudanais pro-démocratie ont célébré la fête musulmane du sacrifice ou Aïd el-Adar. Samedi, les rues de Khartoum, habituellement bondées de protestataires, ont laissé la place à la prière, marquant la fin du pèlerinage à la Mecque. Voilà, c'était un aperçu justement des chaînes internationales qui sont diffusées dans le continent africain, un continent qui est peuplé de 1,3 milliard. Et mon collègue Faisal Mataoui me disait qu'il existerait, selon les chiffres, plus de 700 000 abonnés ou téléspectateurs en matière de télévision. Mais le plus grand, disons, spectateur, comme on dit, c'est plutôt un auditeur, puisqu'on écoute beaucoup plus la radio que la télévision, on fait ça. Absolument, selon les chiffres de l'UNESCO, récents, c'est 2021, 80% des Africains continuent d'écouter la radio, y compris dans les pays francophones. Parce que on sait qu'à l'époque, je me rappelle, dans un voyage au Sénégal, j'avais visité les radios privées ou indépendantes au Sénégal. C'est vraiment un phénomène. Parce que les radios sont présentes dans les zones reculées, dans les villages, au Niger aussi, au Tchad, au Kenya, en Tanzanie, dans l'Afrique, en Centrafrique. Et donc les Africains, en grande partie, puisque l'Afrique reste rurale quand même. Hein, c'est vrai que le grand des populations habitent dans les grandes villes, les métropoles, par exemple, 30% de la population ivoirienne habite à Abidjan. Malgré ça, les radios restent écoutées dans les zones reculées et les gens s'informent. Par exemple, en période électorale, les radios, c'était le cas notamment récemment dans des pays comme le Niger ou le Mali ou d'autres, les radios sont très utilisées pour faire des radios qui ont provoqué une guerre civile à Rwanda. Oui, malheureusement, la radio du Mille-Collines. La radio du Mille-Collines est un cas exceptionnel, hein, parce que c'était une radio qui, bien évidemment, il y avait des manipulations derrière ce qui s'est passé au Rwanda, la guerre entre les Tutsis et les Hutus. Mais c'est une radio, c'est un exemple à part. Mais généralement, les radios jouent un grand rôle dans, par exemple, la sensibilisation en temps de Covid-19. Lorsqu'il y a des crises majeures, et beaucoup de crises existent malheureusement en Afrique, les radios servent aussi d'informer la population plus que la télévision, car c'est quand même pas très présente. Les derniers chiffres, par exemple, pour Internet, parce que maintenant on s'informe sur Internet, 20% des Africains sont connectés à Internet, 20% seulement. Ça veut dire que 80% de la population africaine, presque 800 millions de personnes n'ont pas accès à Internet. N'ont pas accès à Internet. Beaucoup de retard. Sans plus tarder, nous allons donner la parole à nos collègues qui sont un petit peu installés en Afrique. Monsieur Abdou Zouré, est-ce que vous êtes avec nous? Oui, je suis là. Bonsoir.
Bienvenue sur Al24. Monsieur Abdouzouri, vous êtes co-directeur de publication de Faso, au Burkina Faso. Alors, qu'en est-il aujourd'hui du développement de l'audiovisuel en Afrique, et plus précisément de l'Afrique subsaharienne, ou plus précisément francophone? Ok, merci. Bon, d'abord, merci pour l'invitation. J'aimerais d'abord souligner que le média, c'est Faso7.com, qui est un média en ligne au Burkina Faso. Alors, donc, pour ce qui concerne le développement de l'audiovisuel au Burkina Faso, en Afrique subsaharienne précisément, et je pense que ça rejoint les analyses que vous avez faites récemment. Donc, il y a une grande prédominance de la radio, qui est toujours le média le plus écouté, le plus utilisé par la population, donc pour plusieurs raisons. D'abord par son accessibilité, le moins de diffusion donc de ce média est plus accessible, parce qu'on sait que la population, en tout cas dans cette partie de l'Afrique, on s'en proie donc à la pauvreté. Donc accueillir une radio est nettement plus simple que de payer un poste téléviseur. Ensuite, il y a l'oralité aussi, qui est un élément important de la culture africaine, qui fait que la radio demeure donc l'outil le plus utilisé, le plus en adéquation avec les habitudes culturelles donc des populations. Donc, pour ce qui concerne le Burkina Faso précisément, la radio demeure l'outil le plus utilisé par les populations. Que justement, on a vu qu'il y a des chaînes internationales qui se sont développées un petit peu en Afrique, comme Afrique 24, Africa News ou éventuellement Canal Afrique. Est-ce que ces chaînes internationales qui sont financées par des groupes commerciaux européens ou français ont un impact en Afrique? Oui, bien sûr, parce que ce sont des chaînes qui sont effectivement beaucoup regardées au niveau de l'Afrique. Donc précisément Africa News, qui est donc une chaîne d'information, et également Africa 24, qui était annoncée en tout cas comme une chaîne qui devrait promouvoir certaines valeurs africaines, et qui s'est posée comme étant un média d'information qui est au cœur donc des défis des Africains. Il y a aussi la chaîne Africable, qui avait également cette ambition donc au niveau donc de l'Afrique subsaharienne, et effectivement il y a un plus Afrique qui essaie de développer, de faire plus proche donc des préoccupations des Africains. Mais si on veut mesurer en termes d'impact donc de télévision, on dirait qu'on va plus pencher vers Africa 24 et peut-être Canal Plus Afrique, qui en tout cas sont plus suivis donc au niveau donc de cette population. Alors, l'Afrique mesure un petit peu sa dépendance de l'Europe. Quand vient la Coupe d'Afrique des Nations, tout le monde recherche un petit peu à voir les matchs de football, et c'est là qu'on découvre que la majorité des matchs sont diffusés sur Canal Plus Sport ou éventuellement le groupe Lagardère. Est-ce que justement ces groupes européens, notamment français, ont toujours l'emprise sur l'audiovisuel et notamment les droits sportifs en Afrique? Oui, bon, il faut reconnaître que la question de transmission des matchs est d'abord une question hautement économique. Les médias, les chaînes africaines d'une manière générale, malheureusement, n'ont pas ce poids économique pour justement supporter ces droits-là, ce qui fait que, évidemment, ce sont ces chaînes européennes qui dament le pion sur les chaînes africaines. Donc c'est une triste réalité, mais c'est une réalité qui dévoile l'état dans lequel se trouve donc l'économie des médias en général en Afrique. Voilà, on parle beaucoup justement de la présence des chaînes françaises, notamment France 24 et RFI, qui ont un impact politique justement sur certaines parties d'Afrique subsaharienne, notamment francophone. Aujourd'hui, après l'expulsion de France 24 et de RFI du Mali, est-ce qu'elle a toujours la même emprise sur la région? C'est vrai qu'il y a ce sentiment, bon, je dirais pas anti-français, disons ce sentiment anti-politique française qui souffle sur l'Afrique. C'est une réalité, on ne faut pas se voiler la face, donc qui joue énormément sur l'impact de ces différents médias-là sur la population donc de ce côté de l'Afrique. Mais quoi qu'on dise,
cette emprise n'est pas totalement levée. C'est vrai qu'au Mali, la question ne se pose plus, mais si vous sillonnez certaines rues burkinabées, vous verrez que les chaînes comme RFI ou France 24 continuent d'animer donc l'actualité ou l'information de ces régions-là. Certes, il y a un souffle qui règne actuellement en Afrique subsaharienne, mais l'emprise de ces médias n'est pas encore totalement donc levée. Cela est dû à pas mal donc de raisons. D'abord liées au fait que, disons, les dirigeants, certains dirigeants africains ont choisi ces médias-là pour faire diffuser la plupart de leurs prises de position. Donc, le plus souvent, il y a certains pays, par exemple, qui apprennent les grandes informations liées à leur pays via donc ces chaînes d'information. Donc, forcément, ça a un impact sur les habitudes de consommation des populations et ça a justement un impact sur l'emprise donc de ces médias. Merci, Monsieur Abdou Zouré. Restez avec nous. On va continuer un petit peu le débat et on va revenir vers vous sur d'autres questions, notamment liées au cinéma et à l'audiovisuel en Afrique. Sofiane Baroudi, comme on l'a écouté avec notre confrère du Burkina Faso, aujourd'hui, les médias africains sont un peu plus développés que dans le passé, même si la radio reste, elle est plus présente que la télévision. Justement, la radio a un impact historique et d'ailleurs elle a été citée comme étant un grand instrument médiatique par Frantz Fanon, un grand panafricaniste, dans le cadre de la guerre de libération algérienne, parce que le poste radio à l'époque avait vraiment une prégnance et on peut reconnaître aussi le mérite, si vous voulez, d'avoir eu l'acquisition technologique, parce qu'il s'agit aussi de la principale entrave actuelle pour la diffusion de l'audiovisuel ou de l'Internet, c'est-à-dire des technologies satellitaires principalement, en Afrique. Le vrai problème est dans le monopole justement de technologies satellitaires, mais aussi dans le monopole, si vous voulez, de tout le marché des télécommunications qui est malheureusement encore accaparé par certaines grandes multinationales, notamment des grandes multinationales liées au CAC 40 et au capital français qui ont fait aussi une forme de plateforme, non seulement de propagande, mais aussi, si vous voulez, de privation, parce qu'il s'agit actuellement, si vous voulez, de doter vraiment le continent d'une couverture déjà de l'électrification, mais aussi de la couverture satellitaire. En ça, il y a un paradoxe que j'aimerais vraiment souligner, c'est que le programme satellitaire et spatial français, justement, qui est l'un des principaux atouts actuels, il a commencé en Afrique, particulièrement aussi en Algérie. Et d'ailleurs, l'Algérie a, comme grand pays africain, une maîtrise de ces technologies-là qui peut bénéficier à d'autres pays, c'est-à-dire dans l'objectif vraiment de la propagation et, si vous voulez, d'une coopération favorable qui permette de connecter plus le continent parce qu'il y a une jeunesse très active. Par exemple, les plateformes Internet comme celle représentée par M. Zouré sont vraiment des plateformes interactives très intéressantes. Et il y a aussi une forme de, si vous voulez, d'intérêt profond de la jeunesse africaine. Le problème, il est vraiment, comme dans le cas par exemple de la Coupe d'Afrique des Nations, une forme de monopole qui est exercé, y compris contre les États nationaux africains et contre la liberté de s'informer aussi. Faisal, toi qui travailles dans un site électronique aujourd'hui, on a remarqué que les médias électroniques sont beaucoup plus présents en Afrique. Il y a bien sûr les médias électroniques qui sont adossés à des groupes économiques importants, mais aussi à des agences internationales. Mais il y a, comme on l'a vu un petit peu au Burkina Faso, mais aussi au Mali, on l'a vu aussi au Cameroun, hein, quand il y a eu le problème footballistique entre l'Algérie et le Cameroun, on a vu une floraison d'articles sur l'Algérie à travers des sites Internet camerounais. Oui, absolument. Les sites, il y a un développement très important. Il est moins coûteux qu'une télévision, de toute façon. Oui, c'est moins coûteux. Même, par exemple, vous avez un groupe comme Kous Becker, le groupe L'Espers, plutôt en Afrique du Sud, qui est très présent et qui même a des actions dans les médias chinois. Ça veut dire que les Africains maintenant sont en train de s'exporter dans les médias. Et puis récemment, il y avait une étude qui avait été faite en Afrique du Sud. On a constaté que pratiquement près de 4000 sites Internet africains s'informent de médias russes. Et là, c'est une autre inquiétude. Parce que maintenant, on sent... C'est plus la version française. Absolument, européenne en général. Parce qu'il y a BBC Afrique, il y a Deutsche Welle Afrique, il y a aussi les chaînes chinoises, CGTN, qui viennent de lancer un service africain
en anglais et en français. Il y a des chaînes turques, le TRT qui fait aussi un travail en Afrique, et d'autres pays, les États-Unis avec Voice of America, Radio-Canada aussi. Donc il n'y a pas que les Européens ou les Nord-Américains, même les Asiatiques, il y a de grand intérêt, même les chaînes indiennes maintenant dans l'Afrique australe qui s'intéressent aussi à l'Afrique. Donc c'est tout le monde qui s'intéresse à l'Afrique. Et les médias électroniques, effectivement, jouent un grand rôle d'information. Ils sont aussi rapides que radio, bien que la radio n'a pas besoin de beaucoup de moyens, parce que l'Internet, il faut avoir un téléphone portable. Les Africains, en grande partie, n'ont pas des moyens, des revenus sont très bas. Et la radio, c'est historique. Le média le plus rapide, il le reste toujours. Et le paradoxe, par exemple, à l'Europe, c'est que les jeunes écoutent beaucoup la radio en Afrique. C'est pas le cas actuellement en Europe. En Europe, on a vu que les audiences maintenant sont des personnes plus de 35 ans, 40 ans, d'où l'intérêt de ces radios. Et même là, beaucoup de groupes européens et groupes nord-américains, notamment Voice of America, qui est une radio historiquement orientée vers l'Afrique et l'Asie, commence à s'intéresser en implantant des radios. Parce que vous aurez noté que, par exemple, que BBC Afrique, en français et en arabe, en arabe aussi, et en anglais, diffuse sur la bande FM. La bande FM, c'est la fréquence modulée locale. La même chose pour RFI, la même chose pour les médias marocains, comme Medi 1, qui diffuse aussi sur la bande FM. Et donc, tout le monde a compris l'enjeu d'être présent sur la bande FM, sur l'espace radiophonique africain. Pourquoi les médias arabes, par exemple Al Jazeera ou d'autres médias arabes, ne sont pas un petit peu intéressés à l'Afrique? Si. Pas autant. Par exemple, Al Jazeera English, c'est beaucoup plus l'Asie et l'Inde, moins l'Afrique. Al Jazeera marche sur la plateforme de la BBC, parce que historiquement, la BBC a toujours des... Tout à fait, oui. Maintenant, on a compris qu'il faut diffuser en langue locale. Mais ils n'ont pas beaucoup de correspondants en Afrique. Oui, Al Jazeera a lancé des services en Swahili, en Hassaniya qui parlait en Mauritanie, en Bambara pour le Mali. Et on a compris qu'il faut aussi parler africain pour s'adresser aux Africains. Al Jazeera a lancé un service en ce sens, même l'Arabia aussi, la chaîne turque aussi, TRT, qui a développé beaucoup de services ces derniers temps. Donc il y a une véritable guerre qu'on ne voit pas. Pourquoi justement cet intérêt soudain pour l'Afrique, des médias internationaux? C'est le futur de l'humanité, tout le monde le sait. Et notamment après les dernières évolutions, permettez-moi, géopolitiques qu'il y a eu en Afrique, notamment en Afrique de l'Ouest, à la lumière de la période de transition ouverte au Mali, à la lumière aussi du coup de force militaire au Burkina Faso et un peu de l'état de bifurcation en Afrique de l'Ouest particulièrement et au Soudan aussi avec la crise soudanaise, il y a eu un intérêt très très grandissant des médias arabes pour cette partie-là et pour les enjeux qui s'y jouent. Parce que, par exemple, ce qu'a cité Faisal, c'est principalement les plus grands acteurs géopolitiques du moment, c'est-à-dire les Européens, les Chinois, les Turcs. Par exemple, on a vu que Al Jazeera avait installé un correspondant à Lagos et un petit peu au Nigeria, en raison justement de la présence de Boko Haram dans la région. Donc c'est un petit peu lié au contexte sécuritaire. Mais aussi au contexte économique, parce que la région ECOWAS, justement, où toute la zone CEDEAO plus le Nigeria, représente quand même, si vous voulez, un bloc sous-régional qui est économiquement très important, y compris pour les intérêts du grand capital khalidji. Et c'est pour ça qu'il y a eu par exemple un intérêt pour le coup de force militaire au Burkina Faso qui a été suivi de très très près par Al Jazeera. Y compris pour le Soudan aussi. Mais maintenant, l'enjeu gazier va encore augmenter de l'intérêt pour l'Afrique. Les grandes réserves gazières se retrouvent, c'est vrai, dans les pays comme l'Iran ou le Qatar, etc., mais également en Afrique, comme la Libye, comme l'Angola, comme le Nigeria, comme l'Algérie. Et cet intérêt pour les richesses, parce qu'on l'oublie souvent, l'Afrique reste le continent qui est le moins exploité. Il a beaucoup de richesses, il a une jeunesse merveilleuse, plus de 75% des Africains sont des jeunes, et c'est tout à fait normal que ça intéresse des pays, des anciens colonisateurs comme la Grande-Bretagne ou l'Allemagne ou la France, et même les États-Unis qui est un nouveau colonisateur. Nouveau colonisateur, j'aime bien ça. On va laisser parler un petit peu Reda Harirach qui n'a pas eu droit à la parole. Je ne sais pas pourquoi, vous lui avez accaparé le micro. Reda, ton avis sur le développement médiatique en Afrique? Le développement... Bien sûr lié à toutes les colonisations que le continent africain a connues. Oui, c'est vrai que ce secteur est peut-être considéré comme étant le continent le plus mal desservi en matière audiovisuelle. Pourquoi? Parce que tout simplement, en ce qui concerne la distribution cinématographique, il y a seulement un écran pour 785 000 personnes. Donc, en termes de pouvoir d'achat, les Africains ne sont pas encore en mesure d'égaler, par exemple, le continent asiatique ou même continent européen. Le continent Amérique européen, latine, disons. Amérique latine. Exactement.
Cependant, ce continent recèle quand même un potentiel qui est très important parce que aujourd'hui, le secteur audiovisuel en Afrique, il emploie 5 millions de personnes. Et ça rapporte à peu près l'équivalent de 5 milliards de dollars. Son potentiel serait de 20 millions de personnes qui seraient amenées à travailler dans ce secteur pour rapporter l'équivalent de 20 milliards de dollars. Donc le potentiel, il est là. Et selon des études qui ont été faites par l'UNESCO, il semblerait qu'avec l'équipement cinématographique numérique bon marché ainsi que les plateformes en ligne permettront une meilleure distribution en direct. Alors, on va revenir un petit peu à nos amis africains. Monsieur Abdou Zouré, vous êtes toujours avec nous? Oui, je suis là. Oui. Alors, je voudrais revenir un petit peu sur le partage linguistique de l'information. Aujourd'hui, les groupes internationaux misent surtout sur le français et l'anglais, mais qu'en est-il justement des langues locales, sachant que l'Afrique recèle des centaines et des centaines de dialectes et de langues. Donc, comment se fait justement le partage linguistique de l'information? Oui, bon, il faut dire qu'à ce niveau encore, les médias internationaux ont pris, disons, la mesure donc, de la chose. Donc, si vous avez remarqué, il y a RFI qui tente d'implémenter des langues locales africaines. Donc, vous avez RFI qu'on peut écouter en mandingue. Donc, les populations mandingues sont les plus, une partie importante quand même de la partie subsaharienne de l'Afrique. Et ces médias ont compris qu'il faut s'adresser à l'Afrique dans sa langue. Donc, et sur ce plan-là, au niveau des médias africains, des chaînes donc, télévision africaines, donc il y a un vide à combler à ce niveau. Donc, c'est vrai que certaines chaînes essaient d'implémenter les langues locales donc, dans la diffusion de l'information, mais elle est toujours embryonnaire, on est toujours, disons, cloîtré donc, dans disons, cet enclos donc, de la colonisation qui fait que bon, la langue du colon est la plus utilisée pour donc, transmettre l'information. Mais je pense que de plus en plus, les médias ont compris qu'il faut passer à cette étape-là. Et je pense qu'au niveau des radios locales précisément, cette étape est déjà franchie. Et les langues locales sont de plus en plus utilisées pour la transmission de l'information. Donc je pense que c'est un enjeu majeur que les médias devraient intégrer donc, pour la diffusion de l'information. Il y a une avancée considérable justement des médias anglophones. Hein. On sent un petit peu une offensive des Sud-Africains, mais également l'arrivée des Chinois. Est-ce qu'il y a un recul justement du français par rapport à l'anglais dans l'information? Oui, bon, je pense qu'il faut le reconnaître, c'est une réalité. De plus en plus, le français est cantonné, disons, aux frontières francophones de l'Afrique, et même là, vous voyez, par exemple, je prends par exemple Africa News. Africa News est une information, certes en français, mais vous sentez que la dominance de l'anglais qui est utilisée. Donc, il y a effectivement, en tout cas, une sensation de recul à ce niveau, mais disons que pour que cela soit senti en Afrique francophone, il y a encore donc du chemin. Parce que bon, donc il pose toujours problème donc, au niveau de l'Afrique. Donc, et ces éléments-là sont assez importants. Voilà. Alors, mes collègues ont parlé justement de la présence des médias arabes dans la région de l'Afrique, notamment l'Afrique du Nord et un petit peu l'Afrique subsaharienne. Aujourd'hui, en raison justement de la religion de certains pays musulmans africains, il y a des médias ou des chaînes de télévision comme Al Jazeera ou l'Arabia qui consacrent des reportages, mais aussi des couvertures sur l'Afrique. Est-ce que cette couverture des médias arabes a un impact justement sur la population? Oui, effectivement, on constate de plus en plus que donc les chaînes que vous avez citées, effectivement, tentent de faire une percée au niveau de l'Afrique subsaharienne. Mais elle reste pour le moment embryonnaire parce que bon, l'arabe n'est pas une langue donc, qui est, disons, usitée. Elle est
pas qu'on dise réservé à une certaine élite donc, qui a fait les écoles coraniques ou bien qui a fait des études au niveau des pays arabophones. Donc, ça fait que cette percée-là est encore timide. Mais si elle continue sur cette lancée-là, surtout si les reportages ou bien, disons, les thématiques qui sont abordées touchent les questions existentielles, les questions essentielles, les défis donc, qui se posent à ce continent-là, effectivement, ces chaînes-là sont à prendre en compte dans un avenir assez proche. Alors, qu'en est-il justement de la présence des chaînes internationales news? Parce que on s'intéresse beaucoup à l'Afrique à cause de l'actualité politique, notamment des élections, parfois des coups d'État, etc. Aujourd'hui, quel impact ont les chaînes news sur l'actualité en Afrique, notamment tout ce qui se passe, les changements politiques, les coups de force économiques et certaines présences de groupes économiques importants qui misent sur les ressources naturelles du continent africain? Oui, bon, l'impact est considérable, hein, il faut se dire la vérité. Si vous promenez dans les capitales africaines, vous verrez que ce sont des chaînes comme France 24 qui sont les plus regardées par les populations. Et disons que ces chaînes-là dictent un peu les événements, dictent un peu l'actualité dans ces pays. Dès qu'il y a un événement assez spécial, disons que les populations ont pour réflexe de se rabattre sur ces chaînes-là pour avoir l'information. Mais il faut dire qu'il faut mettre un bémol, par exemple le cas du Burkina Faso. De plus en plus, les Burkinabés ont tendance à plus s'informer sur leurs médias. Parce que à ce niveau-là, il y a, disons, une prise de conscience au niveau donc des sources d'information essentielles. Donc, je parle par exemple des dirigeants qui ont compris que bon, il faut d'abord donner l'information aux médias locaux. Et cela donnait une certaine présence, une certaine force aux médias locaux qui ont la primeur désormais sur les informations qui se passent dans leur pays. Néanmoins, il reste encore du chemin à faire pour que justement les médias africains disons, dans le pion un peu griffe donc à ces chaînes internationales qui sont vraiment prégnantes donc dans le quotidien de l'actualité des populations africaines. Justement, vous me tendez la perche concernant les médias locaux, ou peut-on dire les médias publics, sachant qu'aujourd'hui, pour faire face à la concurrence internationale, notamment un petit peu la colonisation audiovisuelle extérieure, n'est-il pas raisonnable de renforcer les médias publics, notamment les télévisions publiques? Nous avons vu, par exemple, certains au Mali, quand il y a eu des déclarations ou des annonces importantes, ça passe inéluctablement par la télévision publique malienne. Donc aujourd'hui, les médias internationaux, notamment France 24, sont exclus de l'exclusivité audiovisuelle et informative. Oui, effectivement. Comme je le disais, on l'a remarqué au Mali, on le voit également en Côte d'Ivoire et aussi au Burkina Faso. De plus en plus, les décideurs ont décidé donc de donner la place qu'il faut aux médias locaux en termes donc d'exclusivité de l'information. Mais je pense que c'est de bonne guerre parce qu'il n'est pas intéressant que les citoyens d'un pays apprennent l'information majeure sur leur destinée à travers donc des médias qui ne sont même pas logés dans leur pays. Donc c'est une dynamique qui a enclenché. On espère qu'elle continuera parce que il y a effectivement le problème de moyens qui se pose. Donc vous l'avez dit, il y a un problème de moyens qui se pose au niveau des chaînes de télévision, des services publics, parce que bon, quoi qu'on dise, il y a aussi disons la culture donc des dirigeants qui ont une certaine peur donc, de la liberté de la presse, parce qu'ils se disent qu'une presse trop libre, une presse qui a les moyens, peut constituer un danger pour la stabilité donc, de leur pouvoir. Donc, ce qui fait qu'il y a un jeu dont je retiens donc, qui se pose. Donc, les pays que j'ai cités, c'est des pays qui, en tout cas, estiment qu'ils ont la même mise, une certaine même mise sur les chaînes, ce qui explique certainement qui décident donc de se confier à ces médias-là pour la diffusion de l'exclusivité d'informations. Mais j'estime que pour donner la chance à la liberté d'expression, d'information au Burkina Faso, donner la chance à l'éclosion des médias africains qui donnent de la voix, qui portent la voix de l'Afrique, il est important qu'on donne les moyens qu'il faut
aux médias de l'Afrique subsaharienne pour faire de l'information et de la bonne information. Merci beaucoup, Monsieur Abdou Zouré. Restez avec nous. On va parler dans quelques moments du cinéma et de Nollywood. Nous allons laisser de côté le volet information. Nous allons poursuivre le débat pour parler un petit peu du développement de l'audiovisuel. Monsieur Zouré Abdou a parlé de liberté d'expression. Faisal, est-ce qu'aujourd'hui, en Afrique, il y a une liberté d'expression plus large que d'habitude? Il y a une certaine liberté d'expression. C'est vrai qu'il y a aussi des événements majeurs qui font que parfois les médias souffrent. C'est vrai qu'au Mali, après le coup de force qui s'est passé dans ce pays, l'ORTM, qui est l'Office de radio et de télévision malienne, a joué un grand rôle. Personnellement, je m'informais à travers cette chaîne. Elle a repris sa position réelle. Il y avait, pour le Burkina Faso, idem pour Faso, c'était un excellent site où on était informé pratiquement chaque heure de ce qui se passait dans ce pays. Donc on n'était pas allé vers des médias occidentaux. Comme l'a dit M. Zouré Abdou, l'important c'est de s'informer sur les médias locaux et renforcer. Il a demandé à ce qu'on renforce un petit peu ces médias qui n'ont pas les moyens des grandes multinationales. Absolument, c'est un peu le tort de l'Afrique, de tous les dirigeants africains, de l'Union africaine. C'est-à-dire que nous devons effectivement renforcer nos médias, avoir de grandes agences de presse. Pourquoi, pardon, Faisal, je m'excuse de t'interrompre et d'insister là-dessus. Pourquoi l'Afrique ou certains pays africains, je cite l'exemple de l'Afrique du Sud, qui est un pays riche, n'a pas investi justement dans un média international qui domine le monde, comme le font le Qatar, comme le font par exemple les Français, les Anglais, ou éventuellement les Russes, ou même l'Amérique latine, hein, quand on voit les médias argentins et brésiliens qui ont une dominance importante dans la région. Oui, absolument. Il y a le groupe Naspers en Afrique du Sud qui possède presque 30% de part dans le Tencent, le site chinois. Donc il y a une volonté d'aller vers ce continent. Il y a le groupe IPP en Tanzanie, il y a Nation Media qui est présent dans certains pays anglophones. Il y a quand même des groupes maintenant qui sont en train de se constituer, de se renforcer. On a besoin effectivement de consolidation de ces groupes. Ils peuvent travailler en commun en fédérant leurs moyens financiers et techniques pour avoir des grandes chaînes de télévision, des grandes chaînes de radio. On n'oublie pas, la radio est importante en Afrique, et idem pour la diffusion des journaux. Et ça, c'est un travail normalement qui devrait être fait par l'Union africaine, d'autant plus qu'on sent qu'il y a une nouvelle dynamique en Afrique. La jeunesse africaine maintenant a compris qu'il faut sortir du franc CFA, qu'il faut s'émanciper un peu des anciens colonisateurs, qu'il faut avoir des universités autonomes, qu'il faut avoir des médias qui parlent aux Africains, qui s'intéressent aux Africains, aux langues africaines, à la culture africaine, qui a été tout le temps diabolisé, sinon écrasé. Ce nouveau sentiment africain, de citoyenneté africaine, à mon sens, doit être accompagné par les journalistes africains, par les médias africains, dans un esprit d'ouverture, évidemment. On ne va pas exclure les autres. Vous verrez que, par exemple, un pays comme la Turquie est en train de faire un grand travail en Afrique. Il y a une fondation qui s'appelle Marib. Est-ce que c'est lié à l'économie aussi? Oui, c'est lié à l'économie. Le président Erdogan a visité 52 fois l'Afrique. 52 fois, c'est la première fois qu'un chef d'État turc visite autant les pays d'Afrique. Il a visité 30 pays. La même chose pour les autre dirigeants, chinois, russes, etc. Donc il y a de l'intérêt, tout le monde s'intéresse à l'Afrique. Le moment est venu que les Africains s'intéressent à leur continent. Mais on sent, par exemple, Canal+ du groupe Bolloré investit beaucoup en Afrique. Elle a acheté pas mal de télévision, elle est rentrée dans le capital de MultiChoice, hein, qui est la plateforme sud-africaine, 20%. Elle est propriétaire aussi d'un programme aussi d'une plateforme Zaku au Rwanda. C'est une nouvelle tendance. C'est une nouvelle tendance. C'est lié au télécom, lié à l'Internet, au numérique et la Parce que là, il faut préciser la présence de Orange un petit peu en Afrique. Et d'autres grands groupes aussi. Oui, la crainte actuellement, Sofiane, si vous permettez, la crainte actuellement, c'est qu'il y a effectivement une tendance que les hommes d'affaires européens et américains rachètent des médias africains. Dès qu'un média commence à apparaître, à s'imposer, à avoir un auditoire, il y a une volonté de le racheter pour évidemment orienter. Quand on rachète, on met des moyens financiers, c'est pour orienter parce que cette dynamique, la nouvelle dynamique citoyenne en Afrique, commence à inquiéter certains milieux d'affaires européens et nord-américains. Reda, tu voulais parler justement de ça, oui, notamment tout ce qui est développement de la liberté d'expression en Afrique. Alors, la liberté d'expression en Afrique... Juste pour te citer un cas, il y a eu récemment l'histoire de Thomas Sankara qui a été, ressorti un petit peu des archives. Il y a eu le procès. Il y a eu le procès, il y a eu un petit peu la remise un petit peu des restes
de Thomas Sankara. C'est un geste un petit peu de la Belgique qui a reconnu le crime, etc. Lumumba. De Patrice Lumumba et de Lumumba. Sur Sankara, il y a quelque chose d'intéressant. D'ailleurs, j'aimerais attirer l'attention. Sur Thomas Sankara, pardon, juste une petite chose très importante. Il y a un site internet, une plateforme qui s'appelle Afrique 21, qui, lors du grand procès Thomas Sankara, qui a incriminé justement l'ancien dictateur au Burkina, Blaise Compaoré, qui a été renversé par une insurrection de la jeunesse, ils ont sorti un document qui a été fait par la RTA, la radio-télévision algérienne, qui est l'un des seuls documents qui existent, une interview longue qui était audiovisuelle parce que ça a été fait par René Vautier et ça a été publié par une plateforme étrangère et qui a fait beaucoup de bruit, notamment en Afrique de l'Ouest, parce que c'était l'une des rares longues interviews sur le projet sankariste. Et c'est Sankara qui est un ami de l'Algérie. Pour dire que justement la radio-télévision algérienne, à un moment, elle recèle encore des archives importantes. Tout à fait important, oui. Justement, le développement de l'audiovisuel est forcément lié au développement d'un projet politique. Et c'est en ça que, par exemple, l'ancien président tchadien Idriss Déby, qui a été assassiné, a, lui, essayé d'investir dans un média qui s'appelle Afrique Média et qui se résume à la télé néo-panafricaniste. C'est-à-dire qui essaie de couvrir, si vous voulez, un nouveau mouvement qui traverse l'Afrique centrale. D'ailleurs, le Tchad, la télévision publique, utilise l'arabe et le français. Et ce projet-là, justement, c'est, si vous voulez, agrégé, y compris à des intellectuels européens, qui sont parfois des intellectuels conservateurs ou alors souverainistes, comme Luc Michel en Belgique. Et malheureusement, si vous voulez, cette forme d'alliance contre nature qui passe au-delà des institutions continentales ou alors du panafricanisme traditionnel, on dirait historique, arrive à avoir vraiment une prégnance parce qu'il y a, si vous voulez, un temps militant qui intéresse beaucoup la jeunesse africaine. Moi, je voudrais revenir, si tu permets, puisqu'il a évacué un petit peu tout le sujet. Il y a un changement politique en Afrique. On sent qu'il y a plus de liberté. Certains dirigeants veulent sortir de la dépendance des pays anciens, puissances coloniales. Et ce changement politique influe beaucoup sur le changement médiatique dans la région. En fait, ça reste à confirmer. On le voit au Mali, on le voit au Burkina Faso. Mais cette tendance-là doit être confirmée. Pourquoi? Parce au Tchad aussi, dans le Guinée aussi. Il y a actuellement une sorte de courant d'air parce que il y a une relance du conflit entre, je dirais, les deux blocs, les deux empires, l'OTAN et le bloc eurasiatique, ce qui fait que ça fait des ouvertures pour les dirigeants africains et même les sociétés africaines pour pouvoir se repositionner. Jusqu'à maintenant, la liberté d'expression en Afrique, elle était beaucoup plus, je dirais, visible et active en ce qui concerne la production des films. Et dans ce domaine-là, il faut rappeler que le Nigeria est le deuxième plus grand producteur de films dans le monde avec 2500 films. C'est dans ce secteur-là où les Africains ont pu mettre le paquet jusqu'à maintenant. Oui, justement, je voulais rebondir sur l'histoire de Nollywood, parce que c'est Nollywood, on en parle. Aujourd'hui, Nollywood, ou bien qui veut dire le cinéma du Nigeria, il dépasse Bollywood l'Indien et Hollywood l'Américain. Aujourd'hui, justement, le cinéma fait partie du plus grand projet de divertissement en Afrique, comme l'a dit Reda. Nollywood est devenu un très grand producteur. Mais ce n'est pas que ça. Aujourd'hui, même Hollywood s'intéresse au sujet africain après le grand succès inexpliqué pour certains critiques et observateurs à Hollywood du film Black Panther. Il y a un nouveau film de Woman King qui va sortir bientôt et qui risque de faire fureur puisque il recèle un petit peu tous les ingrédients d'un film, un grand film commercial, et ça parle d'une reine au Bénin. On regarde la bande-annonce et on revient au débat. An evil is coming that threatens our kingdom. But we have a weapon they are not prepared for. My king, the Europeans wish to conquer us. They will not stop until the whole of Africa is theirs. We must fight back for our people. You are asking me to take them to war. Some things are worth fighting for. You are called to join the King's Guard.
We fear no one, and we fear no pain. I offer you a choice. Fight or we die. Ready for war, where you at? We are the spear of victory, blade of freedom. We are Dahomey. Voilà, vous avez vu la bande-annonce, elle donne vraiment un aperçu rapide de la force de la superproduction qui est produite par Sony, il faut le préciser, pour Hollywood. Messieurs, ce film est entièrement consacré à l'Afrique. Malheureusement, il n'a pas été tourné en Afrique. C'est une polémique justement qui est ressortie sur les réseaux sociaux, puisqu'il parle d'une armée féminine du Dahomey, au Bénin, et aucun acteur béninois ni le film n'a été tourné au Bénin, ce qui provoque déjà une polémique un petit peu dans le pays. Mais Hollywood, c'est ça, c'est secret. Oui, on voit déjà que c'est un film hollywoodien. Il y a beaucoup de parts de fantasmes. Ça parle en fait des Amazones du Dahomey, parce que c'est une légende qui a existé effectivement au Bénin, où il y avait une armée constituée de femmes, comme il y a eu des armées constituées de femmes ailleurs, en Afrique. Et donc ce genre d'histoire peut intéresser le citoyen qui est assis dans son salon à Los Angeles ou à Paris ou à Londres, une histoire africaine, c'est-à-dire qu'on garde toujours cette histoire des Africains violents qui s'entretuent entre eux, qui utilisent les lances, etc., qui restent des sauvages. Bon, c'est un film, l'objectif commercial est évident. On a vu dans le lancement, ça nous rappelle des films de série B, de films d'action. C'est tout. Et le fait qu'il ne soit pas tourné en Afrique, ça l'a déjà descendu, il n'est pas encore sorti. Non, oui, mais ça se voit de la bande-annonce, on voit ce que veut le producteur. Vous comprenez bien qu'on suit ces choses-là depuis plusieurs années. Bien sûr. Donc, dès la bande-annonce, on comprend ce que veut le producteur et le réalisateur. C'est une histoire qui a été écrite par Dana Stevens, ça s'est basé sur une histoire. Bon, c'est raconté, ça risque de plaire, mais ce n'est pas ça l'Afrique, encore une fois. L'Afrique peut développer ses moyens de production. Vous avez parlé de Nollywood, et d'ailleurs Netflix récemment, il commence à s'intéresser à Nollywood. À Nollywood, oui, tout à fait. Parce que Netflix, la plateforme américaine de streaming, vise à augmenter, à doubler ses abonnés en Afrique pour atteindre 4 millions, ce qui est très faible déjà par rapport à ces 220 millions à travers le monde. Donc les Africains peuvent produire leur propre image, y compris avec le cinéma. Et la Turquie est en train maintenant de travailler aussi, excusez-moi d'insister sur la Turquie, travaille actuellement sur les séries. Parce que maintenant la Turquie commence à doubler ses séries en langue africaine, pour aussi élargir son audience au-delà du monde arabe, qui reste une partie du monde arabe est en Afrique. Justement, Amazon Prime Video va installer son bureau au Nigeria sur les traces de Nollywood, parce que, bien sûr, comme vous l'avez dit, Netflix est déjà installé, ça devient un phénomène de société. Et il faut préciser, il faut préciser que ce n'est pas des films cinéma, c'est des films vidéo, presque amateurs, mais ils se sont développés depuis avec une meilleure qualité d'image. Ils ont même des prix et des festivals consacrés à Hollywood. On le voit dans le festival Vue d'Afrique à Montréal, où des prix sont consacrés essentiellement à des productions en Hollywood. Moi, je voudrais interpeller notre ami du Burkina Faso, Monsieur Zou Abdou, vous êtes avec nous? Oui, je suis là. Alors, on va parler de Nollywood. Aujourd'hui, est-ce que Nollywood a un impact considérable dans la société africaine? On le sait, par exemple, dans l'Afrique anglophone, mais qu'en est-il justement en Afrique francophone? Oui, je pense que Nollywood, c'est une révélation. Et avant même que les films ne soient traduits en français, les versions anglophones étaient très consommées en Afrique subsaharienne, dans la mesure où ce sont des films qui racontaient, disons, le vécu quotidien de la société africaine. Ce sont des films qui avaient une grande charge culturelle africaine. Donc, ce qui explique d'une part sans doute l'explosion donc de cette catégorie donc. C'est vrai qu'il y a au départ cette, disons, valeur un peu amatrice qui enlevait un peu donc, de la qualité aux yeux des puristes donc, du cinéma. Mais au fur et à mesure, le Nollywood a réussi à s'adapter, à s'améliorer, à se bonifier avec le temps. Mais je pense que c'est un exemple pour suivre pour
cinéma africain et pour toute entreprise d'ailleurs qu'on veut implémenter au niveau de l'Afrique. Il ne faut pas forcément commencer avec de grands moyens, il faut commencer avec les moyens de bord, parler des choses qui intéressent vraiment le quotidien des citoyens, des Africains, et ensuite donc s'imposer au fur et à mesure et trouver les moyens donc d'améliorer. Parce qu'il faut dire que faire produire un film en Afrique coûte cher. Ensuite, pour trouver des producteurs pour le faire, ça devient compliqué. J'ai eu la chance donc de côtoyer pas mal d'acteurs du cinéma africain. Et le plus souvent, la production, quand vous voulez faire un film, disons que votre projet est financé en fonction de l'orientation de votre film. Donc, si votre film a tendance donc de stimuler une certaine fierté donc africaine, vous avez donc peu de chances d'être retenu, d'avoir des financements. Donc aujourd'hui, je pense que Nollywood est un exemple qu'il faut suivre en Afrique. Il faut trouver les moyens de le dupliquer pour que, en tout cas, il montre le chemin donc, du développement du cinéma en Afrique. J'ai eu le plaisir d'assister au FESPACO et de participer un petit peu à Ouaga au débat sur justement le développement du cinéma en Afrique. On a vu un petit peu le FESPACO dominé par le cinéma français et les producteurs français. Il n'a pas laissé disons, une place ou une échappatoire pour Nollywood. Qu'en est-il réellement? Oui, bon, ce que le FESPACO, comme je l'ai dit, est destiné à une élite du cinéma. Ce sont les professionnels du cinéma qui ont l'emprise sur ce festival. Et disons, avant de considérer votre film, on vous demande d'abord comment vous l'avez produit, comment vous l'avez réalisé, on vous demande quel outil vous l'avez utilisé. Donc, c'est comme si on vous demandait, dis-moi comment tu as fait ton film, je dirais quel type de cinéaste tu es. Donc, cette catégorie donc, de vidéos ne peut pas passer, en tout cas pour le moment, à travers les filtres donc, qui sont posés au niveau du FESPACO. Donc, pour participer, ou en tout cas pour être mis en valeur au FESPACO. Merci. Je sais pas, oui. Oui, merci beaucoup, Monsieur Abdou Zouré, d'avoir participé à notre émission. Ça a été très, très intéressant de votre part. Je rappelle que vous êtes co-directeur de la publication de FASO 7. Donc, je vous remercie beaucoup et je vous souhaite une bonne fin de soirée. Messieurs, voilà, notre émission est à présent terminée. Merci Faisal pour tes éclairages. Reda, tu n'as pas trop pu étaler ton savoir-faire historique. Je voudrais justement terminer sur un point rapidement parce que le temps est écoulé. Oui, juste pour dire qu'il y a un lien entre le Dahomey et notre pays, puisque le dernier grand souverain du Dahomey est mort en Algérie, en exil, dans la région de Blida. Et sa demeure est toujours... voilà ce que j'appelle une touche historique. Merci Sofiane pour tes éclairages. Merci. Voilà, l'émission Mediapro est à présent terminée. Je vous souhaite une bonne fin de soirée. Restez branchés sur Al24 News.